Good morning, far good we evening. Good morning, good evening. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence avec nous. Bienvenue à la consultation en ligne pour la déclaration de la jeunesse. C'est un honneur pour moi d'être présente ici et de lancer cette initiative. Nous sommes très enthousiastes d'entendre vos voix, vos recommandations, vos informations pour véritablement parvenir à une transformation de l'éducation. Nous allons vous informer que cette session sera enregistrée. Nous disposons de l'interprétation en 6 langues. Vous pouvez chercher le globe en bas de votre écran pour sélectionner la langue. Je m'appelle Sofia Bermudez, je fais le plaidoyer pour l'éducation, je viens de l'Argentine et je travaille dans ce domaine. Je suis membre de l'Organisation des Nations Unies et je suis également représentante d'un réseau de l'UNESCO. C'est moi qui serai modératrice aujourd'hui avec Ulises Brengji, à qui je vais passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur d'être présent à vos côtés. Je suis Ulises, moi aussi je viens d'Argentine. Je travaille dans l'apprentissage en matière d'expérience et je suis au sein du réseau et je fais partie du comité consultatif pour le sommet. Ça va être formidable de vous entendre prendre la parole aujourd'hui. Merci beaucoup, Ulises. Pour commencer, nous allons commencer par une activité en partageant sur le chat un lien afin que vous puissiez participer à cette activité et que nous puissions entendre celles et ceux d'entre vous qui souhaitent répondre à la question suivante. Que veut dire transformer l'éducation à votre sens? C'est vraiment une question très forte que nous vous posons. Je vais partager mon écran afin que nous puissions voir les réponses des uns et des autres. Bien, nous avons nos premières réponses. C'est l'éducation pour toutes et tous. Ça, c'est formidable. C'est vraiment un domaine qui a été évoqué lors des précédents événements, nous assurer que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation et que personne ne reste sur le bord de la route. Nous avons beaucoup de réponses, l'éducation, l'autonomisation, la qualité de l'éducation pour la libération, l'autonomisation des jeunes pour qu'ils aient la possibilité de façonner leur propre éducation, avoir leur mot à dire quant au système éducatif de l'avenir. C'est vraiment des réponses très fortes, rendre l'éducation accessible, inclusive, des changements fondamentaux. Bon, nous sommes très enthousiastes que vous soyez ici, que nous participions. Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez aussi participer en prenant la parole dans le chat. Nous allons enregistrer l'ensemble de vos observations dans le chat qui seront enregistrés. Et ce qui est important, c'est que nous sommes tous et toutes sur la même longueur d'onde parce que je crois que vos réponses vont dans la droite ligne de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous assurer que nos voix soient entendues afin de parvenir à la transformation de l'éducation que nous appelons de nos vœux. Je vais cesser de partager mon écran et nous allons commencer nos travaux. Merci à toutes et à tous de commenter dans le chat. Et pour commencer, Eliane Hervor qui va avoir la parole pour les propos liminaires qui représentent le réseau pour la jeunesse de l'UNESCO. Madame. Eliane, si vous êtes bien avec nous, vous avez la parole. Merci Sophia, bonjour à toutes et à tous. Au cours de l'Assemblée qui se tiendra à New York au mois de septembre, les interprètes s'excusent, malheureusement, l'oratrice n'est pas audible. Attempts to regain pandemic-related learning losses, reinvent education, and re-energize national and global efforts to achieve SDG 4. That can't be achieved without youth. Only by including youth in the process, stakeholders... C'est seulement en intégrant la jeunesse dans le processus que les parties prenantes et les gouvernements pourront avancer.
Une nouvelle fois, les interprètes s'excusent, mais malheureusement, le son ne permet pas une interprétation fidèle et de qualité. On June 29, 2022, the first youth consultation on the Youth Declaration was held in person during the pre-summit. More than 70 young people participated and shared their thoughts, ideas, and opinions. The key takeaways highlighted the necessity of creating a framework for accountability, including young people in the process and Inclure les jeunes dans le processus, la réforme de... Une nouvelle fois, les interprètes s'excusent, malheureusement, le son n'est pas suffisant pour permettre une interprétation fidèle et de qualité. The Youth Declaration is being shaped and influenced by youth and will include those from all backgrounds and settings. This declaration will consider the results of previous consultations, as well as other calls to action and other materials generated in conjunction with the Transforming Education Summit. The declaration will be given to the Secretary General as the youth contribution to the Transforming Education Chair's summary. There's nothing for youth without youth, cliché but accurate. There's nothing for the world's population without half of it, without the 52% who are under 30. To the youth, we must speak, express ourselves, and share our perspectives. We must communicate our opinions, even if they are odd, especially if they are odd. The future is not just in the hands of world leaders. L'avenir n'est pas uniquement entre les mains des leaders, mais aussi entre nos mains à nous. Nous devons nous exprimer, l'éducation est un droit et personne ne peut en bénéficier à moins d'en profiter. Une nouvelle fois, les interprètes s'excusent, mais le son n'est pas suffisant pour permettre une interprétation fidèle et de qualité. We know that you believe in us, and we believe between our innovation and your expertise will lead to the ultimate success we all hope to achieve. I hope this will be a successful conversation. Thank you for listening. We respect you. Thank you, Elaine. Unfortunately, your audio... Merci beaucoup. Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes à vous entendre, mais je crois que les éléments clés de cette déclaration, c'est d'inclure les individus et cette consultation en ligne a un rôle essentiel pour nous assurer que nos voix et nos perspectives sont inclus et entendus. Avant d'intervenir, permettez-moi peut-être de parler de l'intendance. Si vous n'êtes pas orateur, veuillez éteindre votre micro et votre caméra. Vous pourrez les allumer uniquement lorsque vous prendrez la parole. Veuillez être respectueux vis-à-vis des autres, notamment les intervenants et intervenantes. L'objectif est d'écouter les jeunes, donc n'interrompez pas les uns et les autres. Le comportement agressif n'est pas accepté. Vous serez interrompu, voire exclu. Nous vous invitons uniquement pour des raisons de protection des données personnelles à uniquement rédiger votre prénom. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat et notre équipe reviendra vers vous rapidement. La dernière session de cette consultation sera une discussion ouverte. Nous souhaitons vous entendre votre point de vue quant à la transformation de l'éducation. Dans le chat, il y a un lien vers un formulaire et si vous souhaitez être orateur ou oratrice lors de la discussion ouverte qui aura lieu après le dialogue, veuillez vous inscrire afin que nous ayons un ordre du jour organisé et clair. Si vous ne serez pas orateur ou oratrice parce que vous n'êtes pas à l'aise ou pour une autre raison, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour partager des idées, des recommandations ou autres. Comme Sophia l'a dit, vos informations rédigées dans le chat seront prises en compte aussi pour la déclaration de la jeunesse. Donc ne soyez pas timide et partagez toutes vos informations. Je vais maintenant présenter Doris Makali, qui est également membre du réseau, qui est représentante de la jeunesse au niveau du comité de pilotage et qui va animer ce dialogue. Doris, vous avez la parole. Merci beaucoup, Doris Moukali. Je suis au sein du groupe de haut niveau et je me réjouis de vous entendre pour cette déclaration. Je pense que nous devons faire avancer le changement et j'ai beaucoup échangé avec les différents acteurs intergénérationnels et l'objectif est véritablement de transformer l'éducation. Sans plus attendre, je vais passer la parole au premier orateur qui est conseiller spécial auprès de l'UNESCO. Ma question est la suivante et je crois que c'est la question que tout le monde a en tête.
En tant que personne qui est à la tête de ce processus stratégique, comment allez-vous vous assurer que les jeunes fassent partie du processus, qu'ils soient véritablement participants du processus de manière tout à fait sensée pour que nous participions à la prise de décision? Je vous en prie, Léonard, vous avez la parole. Bonjour Doris, c'est un plaisir de vous revoir et je suis ravie de participer à cette deuxième consultation. Je crois que le mot-clé dans votre question, c'est la question du processus. La transformation de l'éducation est considérée comme un processus. Et pour nous, le sommet n'est pas un début ou une fin, mais plutôt un moment charnière dans ce processus. Parce que, nous l'avons dit, il faut absolument que la jeunesse, la participation de la jeunesse soit au cœur du travail. Nous avons insisté pour que les États membres incluent les jeunes dans les consultations nationales afin de nous assurer que vos voix soient entendues, que l'on intègre les contributions, les modifications qui doivent être apportées pour transformer l'éducation au niveau local, régional, national et international. Nous savons que la participation de la jeunesse a été inégale. Parfois, elle est très basse, parfois elle est très forte, parfois elle est négligeable dans certains pays. Donc nous souhaitons qu'il y ait coordination entre les équipes des Nations Unies pour nous assurer que les voix de la jeunesse soient véritablement entendues dans ces consultations. Nous souhaitons aussi comprendre comment vous faire participer. Il y aura une plateforme. L'objectif étant de partager des idées innovantes quant à ce qui pourrait être fait, ce que vous attendez des plateformes en faveur de l'éducation. Ce sera partagé en personne à travers des échanges, mais nous aurons également, dans le cadre de la préparation du sommet, des tables rondes ministérielles qui seront mises en place. Et d'ailleurs, nombre de ces consultations sont disponibles sur YouTube. Je vais vous mettre un lien dans le chat. Et très bientôt, nous allons lancer une campagne qui, elle aussi, va pouvoir réunir des jeunes du monde entier afin qu'ils fassent entendre leur voix quant à leur évaluation de la situation de l'éducation dans leur pays, dans le monde, et ce qu'ils attendent et entendent par la transformation de l'éducation. Donc, il y a eu un pré-sommet avec un forum. Ce forum a généré des espaces pour la jeunesse, mais aussi pour inciter au dialogue intergénérationnel, aussi avec les ministères, les représentants des Nations Unies, les parties prenantes, les différents acteurs du système, les organisations d'enseignants et enseignantes. Donc, nous sommes toutes et tous entrés en contact avec de jeunes leaders afin d'avoir des discussions les plus animées possibles. Donc, dans ce dialogue échangé, eh bien, cet apprentissage réciproque doit continuer pendant le sommet et au-delà du sommet. Et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes à cette deuxième consultation consacrée à la déclaration pour la jeunesse. Nous avons un certain nombre de recommandations à partager sur la transformation de l'éducation. Il nous reste moins de 2 mois avant le sommet. C'est un processus qui a été extrêmement court. C'est vrai qu'il y a encore des opportunités dans les 2 prochains mois pour que les jeunes s'engagent. Et comme je l'ai dit, les consultations nationales sont en cours et nous avons besoin que les jeunes participent activement à ces processus. Les jeunes vont également continuer avec les actions thématiques. Et puis, nous prévoyons également une 3e consultation sur la déclaration pour la jeunesse au mois d'août. Ce sera probablement le 12 août, qui est la Journée internationale de la jeunesse. Mais outre la déclaration de la jeunesse en tant que telle, eh bien, les voix de la jeunesse seront incorporées dans le document résultant de ce sommet qui sera consacré aux résultats. Donc, il y aura les consultations nationales, les activités thématiques, les plans d'action, entre autres. Alors, est-ce que tout cela suffit ou pas? Eh bien, la réponse est non. Bien entendu que ça ne suffit pas. Et il y a une chose qui m'inquiète tout particulièrement, c'est que l'ensemble de ces canaux que nous utilisons de manière générale pour ces activités ne sont pas accessibles à toutes et à tous. Et le résultat, quel est-il? Eh bien, les jeunes qui ont le plus besoin d'être entendus restent à la marge de ces conversations. Et donc ça, nous devons apprendre à changer les choses. Et je crois que nous pouvons changer en agissant sur Internet, par exemple, mais surtout en soutenant les consultations nationales des jeunes. Enfin, dernier point, permettez-moi de dire que ce n'est pas à nous de vous dire, de vous expliquer comment faire entendre votre voix. Je pense que vous pouvez réfléchir à de très nombreuses alternatives.
peut-être que les jeunes devraient s'emparer de la journée du sommet, en faire un événement local, mondial également. Peut-être que les jeunes du monde entier pourraient se réunir, discuter ensemble de leurs aspirations pour la transformation de l'éducation, parler de ce qu'ils appellent de leurs vœux. Peut-être que le monde les écoutera. Merci. Merci beaucoup, Leonardo, d'avoir partagé vos réflexions avec nous. J'espère que vous m'entendez toutes et tous. Bien, ce que j'entends, c'est que il y a les consultations nationales, les programmes d'action qui sont particulièrement importants et qui doivent être menés à bien. Et permettez-moi de dire la chose suivante. L'engagement des jeunes est essentiel pour la préparation de ce sommet, mais les jeunes ont également la possibilité d'utiliser, par exemple, les réseaux sociaux ou autres, l'objectif étant véritablement de partager vos voix. Merci beaucoup, merci de ces mots. Merci également de bien vouloir éteindre vos micros si vous ne vous exprimez pas dans le micro. Merci. Bien, je me réjouis que nous ayons un enregistrement, puisque nous pourrons y revenir au mois de septembre. Peut-être que nous pourrons effectivement utiliser cela en septembre. Bien, maintenant, nous allons passer la parole à Madame Giannini, qui est la coprésidente du groupe, qui va apporter les engagements pour le sommet Transformer l'éducation. Ma question est la suivante. En tant qu'entité qui va travailler en faveur du sommet pour la transformation de l'éducation, comment allez-vous vous assurer que le processus aille dans le bon sens pendant le sommet, mais aussi au-delà du sommet pour que nous nous assurions que les choses continuent d'évoluer? Merci. Merci beaucoup, Doris. Bonjour à toutes et à tous. Je vous apporte les salutations de Paris, à vous, à Leonardo, Yayakma, Kenisha, Sophia, Ulysses, et tous les autres, toute cette formidable communauté. Bien, je vais faire de mon mieux, bien entendu, pour apporter une réponse à cette question particulièrement complexe, et ce, en quelques minutes. Commençons par une citation que j'ai en tête. Ce n'est pas juste à propos de nous, mais ça ne pourra pas se faire sans nous. Alors, je pense que c'est une citation que vous connaissez. C'est ce que Rana du Liban avait affirmé lors du sommet à Paris, et c'est exactement ce que vous appelez de vos vœux, je pense. Rien qui nous concerne sans nous. Nothing about us without us. C'est pour cela que vous êtes ici avec Leonardo et avec d'autres collègues afin de rendre cette initiative possible. Le sommet, mais aussi tout le travail que nous essayons de développer en amont entre Paris, New York, et c'est vrai que ce sommet sera un moment charnière dans notre agenda en faveur de l'éducation et pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, au cours des derniers mois, eh bien, je dirais que j'ai été en immersion totale dans ce processus et j'ai entendu nombre de jeunes dire qu'ils appellent de leur vœu un changement véritable, un changement authentique, en commençant en impliquant activement la jeunesse comme leader, comme partenaire, comme copartenaire dans ce processus. Et la première partie de ma réponse, c'est de vous dire que l'UNESCO souhaite véritablement concrétiser ses objectifs et ses engagements. Il s'agit bel et bien de la fonction première de ce processus de consultation, le travail, la coopération que nous engageons les uns avec les autres et qui sont de plus en plus importants entre New York et Paris. D'ailleurs, je travaille avec nombre de collègues. Merci à Leonardo qui est conseiller spécial au secrétaire général pour le sommet. Nous avons Yayatma que je souhaite remercier également, qui est envoyé spécial pour la jeunesse. Et merci également à l'ensemble des collègues, des partenaires, des agences qui fondamentalement et authentiquement estiment que les jeunes doivent être placés au cœur même de cet agenda que nous sommes en train de construire.
ces 500 jeunes qui participent aujourd'hui à ce processus, qui participent donc à cette deuxième étape du processus de consultation. J'aurais donc tendance à dire qu'il s'agit d'ores et déjà d'un accomplissement majeur. Alors, il semblerait que quelqu'un n'ait pas éteint son micro. Bien, merci. Et je crois que c'est aussi un très bon signe de notre engagement et de la manière dont nous essayons finalement de tendre la main aux jeunes. Alors, il y a les suspects habituels, celles et ceux qui sont d'ores et déjà très impliqués avec les Nations Unies, mais nous souhaitons aller plus loin également. Nous savons que 40% de la population du monde aujourd'hui a moins de 25 ans. Ainsi, il nous incombe de faire tout ce qui est possible pour étendre le champ d'application, pour tendre la main aux personnes qui sont à l'extérieur du système. Je crois que nous pouvons le faire à travers des consultations, mais c'est aussi un domaine où vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice dans les mois à venir, dans les mois qui précèdent le sommet qui se tiendra à New York. Alors, je pense que les 2 diapositives que Sophia et Ulysse ont partagées avec nous permettent de comprendre quels ont été les premiers résultats de ces consultations. Ce sont des résultats qui sont forts, pertinents. Il y a des mots-clés, la question de l'autonomisation, l'éducation pour le développement durable. C'est vrai qu'il y a certaines dimensions qui ressortent, on ne peut plus clairement. Et bien entendu, nous faisons de notre mieux pour continuer à travailler dans ce sens. Mais bien entendu, je crois que l'outil majeur qui est à notre disposition, c'est la déclaration de la jeunesse. La déclaration de la jeunesse, ce sera le résultat principal qui va réunir les jeunes de manière collective afin d'évoquer ce qui, aux yeux de la jeunesse, doit être la transformation de l'éducation. Et donc ma question est la suivante. Que va-t-il se passer maintenant et que sommes-nous en droit d'attendre après le sommet ? Permettez-moi de mentionner d'abord un certain nombre d'engagements que je puis prendre aujourd'hui avec vous et ensuite des engagements que je peux vous demander à vous de prendre. En premier lieu, nous allons en appeler à nos États membres d'inclure la jeunesse dans les actions proposées. Vous vous rappellerez que c'est un point que j'avais mentionné lors de notre réunion à Paris. C'était lors d'un entretien avec le ministre Senghor de la Sierra Leone et nous conservons ce point à l'ordre du jour et d'ailleurs nous réitérons ce message. Nous demandons également que dans la conception et la mise en œuvre des interventions, là aussi, la jeunesse soit inclue en tant que bénéficiaire, mais aussi en tant que partenaire et en tant que partenaire pour la prise de décision. Et puis, il y a un autre point, c'est ce que moi, je vais vous demander comme engagement, ce pourquoi nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour que vous nous aidiez à passer des paroles aux actes et à faire en sorte que, eh bien, vous attendiez de notre part à toutes et à tous une reddition de comptes. Donc, il faut suivre de très près notre action, mais aussi l'action des États membres dans la mise en œuvre des actions. Nous souhaitons également que vous créiez un mouvement mondial très important autour de l'éducation. Leonardo l'a dit dans son intervention, parce que je pense que c'est maintenant ou jamais. Je crois qu'il faut que nous dramatisions un petit peu plus le défi. Nous souhaitons une mobilisation la plus large possible, la plus étendue possible, comme nous l'avons vu par exemple avec les changements climatiques ces derniers temps et même peut-être plus encore, parce que l'éducation, c'est bel et bien l'avenir de cette génération, l'avenir des générations prochaines également. Et l'éducation, eh bien, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons développer sans votre contribution active. Et puis, le sommet, en tout cas, c'est mon avis, eh bien, le sommet sera une occasion unique pour nous toutes et tous de nous réunir, de cartographier un nouveau chemin en faveur de l'éducation. Il s'agit d'amplifier, de donner un écho à la voix des jeunes, d'apporter des idées, de contribuer à la prise de décision, de comprendre quelles sont vos priorités et de nous assurer que vos aspirations pour l'avenir de l'éducation soient mises en première ligne. Ainsi, nous comptons sur chacun et chacune d'entre vous pour concrétiser les choses et bien entendu, nous déployons toute notre énergie, toute notre force
Mais ce qui est très important, et je le répète, c'est qu'à partir de maintenant jusqu'à New York, je crois que ce sera le 19 septembre, donc il nous reste vraiment 8 semaines, ce n'est pas très long, mais vraiment, je pense que nous pouvons participer de manière plus ouverte et plus inclusive à ces conversations. Voilà, plus que jamais. Alors, bien sûr, ce sommet, pour nous tous, eh bien, ça doit être le point tournant. Ça doit être le moment fondamental. Et donc, pendant le suivi de ce sommet, eh bien, il faudra concrétiser les résultats de ce sommet pour que ces résultats soient donc mis en œuvre, mais également suivis, évalués, mesurés, quantifiés. Et ça sera un outil fondamental et essentiel pour accélérer notre marche vers l'ODD 4. Voilà en gros ce que je pouvais dire. Voilà la perspective, mais également la réponse à votre question, Doris. À vous. Merci, Stéphania. Vous avez dit que pour transformer l'éducation, ce sont aux parties prenantes de veiller à s'impliquer et à impliquer les jeunes pour tenir compte de leurs priorités. La déclaration des jeunes, ça a véritablement la possibilité de s'exprimer. Merci d'avoir pris part à cette consultation, mais également merci par avance pour les consultations à venir. Et puis, nous allons également vous prendre au mot. Vous avez promis d'impliquer les jeunes, donc c'est très important que les jeunes soient impliqués dans ce sommet politique, mais qu'ils assument également leurs responsabilités. Donc, il faut revenir dans vos pays, il faut tweeter, il faut veiller à ce que les consultations nationales reflètent les besoins, les positions, les visions des jeunes. Et pour transformer l'éducation, même après le sommet, eh bien, il faudra absolument veiller à ce que tout cela continue. Merci beaucoup, Stéphania, d'avoir été avec nous. Et merci pour tout ce que vous faites avant le sommet et après. Alors, après avoir parlé et donné la parole à des parties prenantes, à des personnes bien implantées, je vais donner la parole à Kenshairo, représentante du réseau de la jeunesse, ODD 4. Et donc, ma question à Kenisha. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour que cette déclaration des jeunes soit véritablement significative, qu'elle soit concrète, et comment allez-vous faire pour que ces recommandations soient mises en œuvre? Merci Doris pour votre question, merci à Leonardo, merci à Stéphania, merci à tous ceux qui ont œuvrer à l'implication des jeunes. C'est un plaisir d'être là. Alors, je suis persuadée, mais j'espère que cette déclaration sera reçue par les décideurs. Lorsque l'on parle des différentes possibilités, des différents défis, eh bien, nous avons besoin de financement, d'éducation et de mouvement. FEM, F-E-M, c'est ça le sigle qui compte, pour que nous, les jeunes, nous puissions commencer à agir maintenant. Les gouvernements, les ministres doivent bien sûr investir dans l'éducation, mais il faut investir dans les jeunes. Et ce n'est que comme cela que nous pourrons arriver à une véritable transformation. Il ne suffit pas de dire, voilà, nous allons donner 50 millions de dollars à l'éducation. Non, mais qu'est-ce que signifie cet investissement pour les jeunes, pour un enfant qui a des problèmes d'apprentissage, qui est un petit peu marginalisé? Non. Moi, je sais que tous les dirigeants que j'ai rencontrés ont de grandes ambitions, mais pour arriver à réaliser ces ambitions, nous avons besoin de mesures très claires, très concrètes pour que ces rêves deviennent réalité. Et nous, de quoi avons-nous besoin? Comment allons-nous définir nos besoins? Quels sont les domaines où nous voudrions voir un véritable changement, mais quels sont les domaines où nous voudrions qu'il y ait tout simplement une poursuite des politiques et un renforcement? Il ne faut pas simplement se contenter de scolariser les enfants, mais parfois il y a des enfants dans les salles de classe qui sont scolarisés et qui n'apprennent pas, et c'est vrai pour 5 à
10% des enfants qui vivent dans des zones très favorisées et 80 à 90% pour les enfants qui vivent dans des zones défavorisées. Donc les objectifs ne sont pas atteints. Les investissements doivent être stratégiques. Malheureusement, les interprètes n'entendent plus l'oratrice et ils vont être obligés d'éteindre pendant quelques instants. For everyone in the call today, let's hold ourselves as young people accountable because we might only be 40. Alors, on a parlé de responsabilité et il faut demander des comptes, bien sûr, aux dirigeants, mais il faut faire preuve de responsabilité nous-mêmes. Il faut assumer ces responsabilités, sinon nous n'arriverons jamais à atteindre nos objectifs. Nous devons avoir un sentiment d'urgence, un sentiment d'intervention urgente. Nous sommes tous passionnés, nous sommes tous impliqués et ça c'est fondamental parce que sinon nous n'allons pas réussir à relever les défis. Un grand merci encore une fois pour tout ce que vous avez fait. J'espère que en tant que jeunes, nous allons pouvoir reprendre ce sigle femmes que j'ai mentionné tout à l'heure. Et notre force, n'oublions pas, c'est notre jeunesse et nos outils. Nos outils, par exemple, ce sont les réseaux sociaux. Alors commençons à poster, à tweeter, à lancer ce mouvement sur les réseaux sociaux et commençons à agir maintenant. Merci, Kinisha. Il y a peut-être eu un tout petit souci de connexion, mais nous avons compris le message et il faut veiller à nous doter des outils, de nos outils de jeunes, par exemple les réseaux sociaux. Et il faut que les financements et les investissements soient ciblés et stratégiques. Et puis la valeur de ces consultations, c'est que toutes les parties prenantes peuvent apporter leur pierre, peuvent apporter leur contribution. Et puis, nous avons la possibilité de nous exprimer sur un pied d'égalité. Et nous n'avons pas une voix inférieure à celle des personnes en place. Alors, je voudrais donner la parole à Jahatma Vikramanyake, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse. Je voudrais vous demander comment est-ce que cette déclaration des jeunes va véritablement apporter une différence. En quoi sera-t-elle différente? En quoi ne sera-t-elle pas un document de plus qui va venir rejoindre d'autres papiers qui s'accumulent sur les petites étagères? Comment faire pour que nos voix non seulement soient entendues, d'accord, elles seront entendues, mais pour qu'on agisse à partir de ces voix. Merci, merci Doris. Alors tout d'abord, je voudrais vous rendre hommage à ce réseau. Vous nous avez véritablement menés, orientés et vous avez consacré un grand nombre d'heures, beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts pour travailler pour vous et pour vos pairs. Alors c'est une question très très importante que vous posez. Nous avons commencé à parler de cela au moment du pré-sommet ici à Paris. Alors qu'est-ce qui est différent? En quoi ce sommet transformer l'éducation et déclaration des jeunes, en quoi cela est différent de ce qui s'est passé précédemment? Je vois deux différents. Le sommet transformer l'éducation, pour nous, n'est pas une fin en soi. Pourquoi est-ce que souvent ces sommets, échouent? Eh bien, parce qu'il y a un grand travail de préparation. Ensuite, le point culminant, c'est une grande célébration. Et puis après, c'est terminé, tout le monde rentre chez eux. Non, pour nous, le sommet, pour nous, pour les jeunes, c'est le début pour la mise en œuvre d'actions concrètes, d'interventions concrètes. Donc pour nous, c'est plutôt le point de départ et non pas le point d'arrivée. Et donc, votre rôle, justement, votre rôle, mais le nôtre également, sera la mise en œuvre de ces idées. Deuxième chose, vous en avez parlé,
dans le cadre du réseau ODD pour 4, on en a parlé déjà à Paris, il faut qu'il y ait un cadre de reddition des comptes, de responsabilité. Et l'un des enseignements essentiels que j'ai tiré de mon travail en tant qu'envoyé du secrétaire général pour les jeunes, c'est qu'on peut avoir toutes les stratégies, les politiques, les résolutions que l'on veut au niveau international, mais s'il n'y a pas de cadre de reddition des comptes, s'il n'y a aucune obligation, non, il ne va rien se passer. Il n'y a aucune pression exercée sur les parties prenantes. Et donc, moi, il me semble que nous avons d'ailleurs en 2018 mis en place une stratégie pour les jeunes et nous avons également un système de notation, et maintenant chaque institution tous les ans doit rendre des comptes sur la mise en œuvre de ces idées. Et nous avons un petit système de notation et nous avons des petites cartes rouge, jaune et vert. Et selon la couleur, eh bien, nous disons, voilà, il faut faire mieux l'année prochaine, ou alors c'est très bien, ou alors qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'il faudrait encore creuser. Je pense que, voilà, pour répondre directement à votre question, Doris, c'est ça les enseignements que nous avons tirés et qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre de ce processus transformer l'éducation. La déclaration pour les jeunes, eh bien, elle aura un résultat très, très concret. D'ailleurs, Leonardo en a parlé. Cela va être présenté dans le cadre du résumé des résultats. Et ça sera une contribution collective des jeunes pour reconnaître que les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires, mais sont des partenaires égaux dans ce processus de transformation de l'éducation. Alors, pour que cette déclaration soit un outil efficace et puissant, eh bien, après le sommet, il faut que les décideurs non seulement appuient cette déclaration, mais s'engagent à mettre en œuvre ces résultats, et ce, à tous les niveaux, pays, organisations, institutions, etc., mais avec un sentiment d'urgence parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence et il faut que cette urgence, elle soit ressentie, elle soit véritablement impliquée et intégrée dans cette déclaration. Alors, il faut également que l'éducation soit universelle, accessible, qu'elle soit de qualité, et il faut qu'elle soit très diversité, éducation à l'environnement, éducation aux droits humains, et que les compétences servent non seulement à trouver un emploi, à être un citoyen digne de ce nom, qui s'occupe de la planète, qui s'occupe de ses concitoyens, de ses congénères. Et donc, il faut financer évidemment ces différents projets, ces différentes interventions, mais il faut savoir également comment ces subventions et comment ces investissements vont être dépensés. Et ce que je vous recommande, c'est d'être des avocats, de faire votre travail de plaidoyer. N'ayez pas peur d'être ambitieux, n'ayez pas peur également de remettre en question un certain nombre d'engagements qui ne vous semblent pas aller assez loin. C'est votre droit. Et c'est ce que je dis depuis le début. L'éducation, ce n'est pas un service qu'on rend aux jeunes, c'est pas quelque chose de joli et un joli petit projet. Non, 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 non. C'est un droit humain fondamental et c'est à vous de le façonner, car c'est vous qui allez en bénéficier. Et puis, il faut aller au-delà des instances internationales, des instances onusiennes, et donc il faut commencer les conversations dans vos familles, écoles, universités, dans les municipalités, dans les régions. Ainsi, lorsque vous aurez adopté cette déclaration des jeunes, eh bien, vous aurez déjà un réseau sur le terrain à qui le présenter. Nous avons eu déjà le pré-sommet à Paris. Ça a placé les fondations pour ce processus. Ces consultations, évidemment, elles continuent, mais c'est à vous également de continuer à les mettre en place à votre niveau, du plus local au plus international. Alors, j'ai parlé avec Leonardo, avec Stefano. Nous, du côté des Nations Unies, nous nous engageons à
faire entendre votre voix, vos priorités au sommet. Et notamment, si vous venez du Sud et de la salle de cours aux grandes instances onusiennes, eh bien, nous sommes là pour vous. Merci, oui, vous parlez d'une de mes marottes, c'est-à-dire la comptabilité, la responsabilité. Alors, j'essaie de dire à tout le monde que nous allons vous demander des comptes, mais nous aussi, nous allons nous impliquer. Et nous, entre nous, il faut qu'il y ait un mécanisme de reddition des comptes pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et il n'y aura pas de changement au niveau international. Les changements, ils ont lieu chez nous, à la maison, dans les municipalités, dans les régions, dans les différentes institutions, pour que tout le monde comprenne quel est son rôle, quelle est sa place. Et puis, cela a déjà été dit à plusieurs reprises, il s'agit d'un processus politique. Nous tous, nous devons nous impliquer politiquement, civiquement, pour arriver à cette transformation. Merci. Donc, merci à tous. Alors, je vais maintenant donner la parole à une autre personne. Juan, comment donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès physiquement à certains locaux qui viennent de communautés marginalisées, comment leur donner la possibilité d'avoir accès? Juan Cobina, si vous nous entendez, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous avez la possibilité de vous connecter. Donc, ma question, en tant que personne qui a œuvré à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, pour des personnes qui souvent sont marginalisées et sont exclues du système éducatif, eh bien, que faire pour que les jeunes soient tous impliqués, pour que personne ne soit laissé de côté? Et j'espère que nous pourrions pouvoir faire plus. Et d'après vous, que pouvons-nous faire? Que pouvons nous faire de plus concrètement? Merci. J'espère que vous m'entendez toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Très bien. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup de l'invitation et merci également du travail absolument formidable que vous êtes en train d'accomplir. Permettez-moi de dire la chose suivante. Je suis une personne atteinte de handicap multiple. Et lorsque j'étais enfant et que j'avais l'âge d'être scolarisée, de commencer à aller à l'école, eh bien, j'ai été tenue à l'extérieur du système éducatif. J'ai été exclue du système éducatif. Les années ont passé. Ma famille a lutté pour que j'ai la possibilité d'intégrer l'école, de terminer ma scolarité et d'aller également à l'université. Je me suis consacrée toute ma vie à l'insertion et l'inclusion de toutes les personnes atteintes de handicap, qu'il s'agisse d'enfants, de petites filles, de petits garçons ou encore d'adolescents, mais aussi des adultes. Je pense que tout le monde doit avoir la possibilité d'avoir accès à l'éducation. Et donc, je souhaite dire la chose suivante. Les handicaps Je pense que les personnes atteintes de handicap doivent participer, prendre place à la table des négociations et des conversations afin de transformer l'éducation, et notamment lorsque nous parlons de la question de l'éducation inclusive.
C'est absolument essentiel pour les enfants atteints de handicap. Et dans les années 90, il y avait eu la déclaration de Salamanque. Et à partir de cette déclaration de Salamanque, les différents systèmes éducatifs avaient commencé à tenter une transformation des systèmes éducatifs donc. Mais que s'est-il passé ensuite? Eh bien, nous avons constaté qu'en réalité, l'éducation inclusive, elle doit concerner l'ensemble des étudiants, des étudiantes ou encore des apprenants qui sont confrontés à des obstacles dans le système. Il faut que ce soit le système lui-même qui change. C'est véritablement quelque chose d'essentiel. Et donc, je pense que cette transformation de l'éducation, elle est nécessaire pour toutes celles et ceux qui sont laissés sur le bord de la route et qui malheureusement représentent une proportion importante. Ce dont je souhaite parler aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des personnes atteintes de handicap. Ce que j'évoque, ce sont les très nombreux obstacles auxquels les minorités sont confrontées, les personnes vulnérables. Je pense aux personnes qui appartiennent à des minorités linguistiques différentes, les migrants, les personnes qui sont peut-être différentes. Et donc je pense que tous les individus venant d'un même pays, quelle que soit leur situation socio-économique, eh bien, tout un chacun, chaque enfant, doit disposer des opportunités pour pouvoir apprendre et donc pour pouvoir s'intégrer dans un système éducatif traditionnel. Et une de mes camarades l'a dit tout à l'heure, il y a de cela quelques instants, je pense que nous ne pouvons plus avoir d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Parce que si vous ne pouvez pas aller à l'école, vous passez à côté de votre avenir. Et il y a eu trop d'enfants qui sont passés à côté de leur avenir parce que le système n'a pas été en mesure de les prendre en charge. Nous savons que de concert avec le droit à l'éducation, il doit y avoir le droit à l'éducation inclusive. Et je crois que c'est parfaitement intégré aussi dans la Convention sur les droits des personnes atteintes de handicap. Nous disposons d'une vaste expertise sur ces différents sujets et cette expertise, elle est à notre disposition. Et donc, les États ont la possibilité d'utiliser cette expertise. Ils ont la possibilité de l'incorporer afin de s'assurer qu'il y ait transformation des systèmes. Et je crois que nous, les jeunes, eh bien, nous devons rester parfaitement alertes afin de nous assurer que les stratégies qui ont pour objectif d'accueillir chacun et chacune dans cette scolarité, accueillir tout un chacun et tout un chacune dans une école, ça, c'est une priorité. Toutes celles et ceux qui luttent contre les discriminations et contre les préjudices, eh bien, ces stratégies sont des stratégies que nous connaissons et qui doivent absolument se vérifier aussi dans le domaine des personnes atteintes de handicap. Je pense que ces stratégies d'insertion doivent désormais toucher l'ensemble des secteurs éducatifs pour que tout le monde ait l'impression de faire partie intégrante de notre société, pour que tout un chacun comprenne qu'il ou elle mérite de se trouver là où il ou elle se trouve. En effet, nous avons fait l'expérience de nous sentir à l'extérieur, de nous sentir hors norme, de ne pas être à notre place. Et quel est le risque ici? Eh bien, le risque, c'est que nous soyons traumatisés de manière permanente et que nous portions finalement ce stigma, cette douleur, cette souffrance et qu'elle nous poursuive pour l'intégralité de notre vie. C'est la raison pour laquelle j'adresse une invitation aux jeunes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette invitation, elle s'adresse à tout un chacun. Je vous invite instamment à en apprendre davantage
concernant les stratégies en faveur de l'éducation inclusive et je vous invite instamment à comprendre qu'il est nécessaire d'apporter des changements. Il faut modifier nos approches, nos croyances, nos attitudes, notre savoir pour véritablement transformer l'éducation. Un grand merci de votre attention. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cet appel, merci de nous avoir rejoints. Vous demandez aux parties prenantes d'inclure les personnes en situation de handicap, mais vous demandez également aux jeunes de faire en sorte que cela puisse se concrétiser. Et bravo à tout ce que vous faites pour veiller à ce que les jeunes, à ce que les enfants en situation de handicap soient véritablement inclus. Merci. Bien, alors nous allons maintenant conclure ce dialogue intergénérationnel et je vais donner la possibilité à nos orateurs peut-être de nous donner leur impression, qu'est-ce qui vous inspire, mais quelles sont les actions éventuellement qui pourraient nous inspirer, que peut-on faire? Kenisha. Alors c'est nous, c'est notre génération qui va apporter les changements. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de barrières. Et c'est aux jeunes qu'il revient de réimaginer notre système éducatif et il faut le faire dès maintenant. Tous ceux qui nous ont déjà écoutés, tous ceux qui sont connectés doivent prendre contact, nous devons travailler ensemble, nous devons ensemble réimaginer, réinventer ce système éducatif et nous devons exhorter les ministres, les décideurs, les directeurs. Il faut les exhorter tout simplement à nous écouter. Mais les changements, c'est nous qui les ferons. Et travaillons ensemble de façon collaborative. Et n'oubliez pas ce sigle. Nous sommes une grande famille et c'est avec ce sentiment de familiarité et d'unité que nous pourrons aller de l'avant. Merci beaucoup pour cette intervention orientée vers l'action. Et au fur et à mesure que nous nous approcherons du sommet, transformer l'éducation, nous allons, je l'espère, voir ces actions se concrétiser. Alors, Jahadma maintenant. Ou peut-être à Juan d'abord. Oui. Je pense que le fait d'incorporer l'ensemble des points qui permettent d'autonomiser davantage les enseignants, les enseignantes ou les formateurs et formatrices afin de générer véritablement une évolution dans la manière de penser les choses et dans les valeurs. Je pense véritablement que nous devons investir davantage dans une éducation qui se veut inclusive, où il y aura des opportunités pour l'ensemble des apprenants qui en ont besoin, mais aussi en apportant le soutien nécessaire à l'ensemble des étudiants et des formateurs. L'objectif étant que les stratégies puissent être appliquées correctement. La participation des apprenants, la participation des communautés de manière générale, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ils doivent contribuer à la définition des politiques à l'ensemble des niveaux, et ce, dès le début, dès la petite école. Ces stratégies doivent être définies de concert avec les communautés.
Donc, je le répète, il faut qu'il y ait participation des apprenants, et ce, dans chaque instance de prise de décision politique. Il faut également s'assurer qu'il y ait une accessibilité. Cette accessibilité, elle doit être physique, notamment pour les personnes atteintes de handicap physique, mais aussi accessibilité aux informations. Je pense notamment aux personnes atteintes de handicap, mais je pense également à celles et ceux qui parlent peut-être des langues différentes de la langue du pays. Je pense aux migrants, je pense aux individus qui viennent d'une culture où la communication n'est pas forcément une communication conventionnelle. Je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel pour que nous puissions véritablement amorcer la transformation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juan, pour ces paroles très, très puissantes. Jahatma. Merci, Doris. Je pense que Kenisha et Juan et les orateurs précédents ont déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Mais peut-être une perspective un tout petit peu différente. Je vous encouragerai tous ceux qui participent à ce processus de consultation, d'en profiter également comme d'une expérience d'apprentissage. Et vous pouvez apprendre beaucoup de choses auprès d'autres jeunes. Évidemment, tout le monde veut parler, et tout le monde veut faire entendre sa voix, veut exprimer, mais il faut apprendre également à écouter. Nigeria, Cameroun, Sri Lanka, il y a un grand nombre de pays représentés ici qui se sont exprimés via le chat. Donc soyez ouverts, soyez réceptifs, soyez à l'écoute des différentes idées, et ce n'est que comme cela que l'on pourra véritablement faire preuve d'unité pour faire pression sur les parties prenantes et sur les gouvernements. Alors évidemment, c'est un cliché, comme l'a dit Doris, mais il faut quand même travailler ensemble, unissons nos forces, et ce n'est que comme cela que nous serons véritablement une force de transformation. Merci à tous nos orateurs, Jahatma, Kenisha, Juan, et merci également à tous ceux qui ont pris part à ce dialogue intergénérationnel. Et Jahatma, vous avez parlé de quelque chose de très, très important. Oui, l'argent, c'est bien, faire entendre sa voix, c'est bien, mais effectivement, il faut être ouvert et il faut s'écouter et il faut être très, très respectueux des avis et des opinions. Encore une fois, travaillons ensemble, ça peut paraître cliché, mais c'est tout à fait fondamental. Et il faut que pour transformer l'éducation, nous passions des paroles à l'action. Merci à Leonardo, merci à Stéphania d'avoir pris de votre temps pour venir parler avec nous. Je vais maintenant donner la parole à Uli, maître de cérémonie, qui va nous présenter la partie suivante de cette consultation. Merci Doris, merci pour cette section très très intéressante. Alors, avant d'en venir au dialogue ouvert, je voudrais ici rendre hommage à l'envoyé spécial pour l'Union africaine. Si vous êtes encore là, eh bien, vous pouvez intervenir et nous parler de ce que vous pouvez déjà retirer de cette discussion. Bon, pour l'instant, vous ne semblez pas connecté. Donc, Sophia va nous expliquer la marche à suivre à partir de maintenant. Merci Doris et merci à tous ceux qui sont intervenus dans cette table ronde, dans ce dialogue. Kenisha, Juan, Jahatma, Leonardo Garnier, Stefania Giannini. Merci également pour vos idées très intéressantes sur la façon dont on peut transformer l'éducation. Donc, comme l'a dit Doris, nous allons maintenant passer à une discussion ouverte. Merci pour toute votre participation et votre implication dans le chat.
Un grand nombre d'idées ont été écrites sur le chat, mais je voudrais quand même vous savoir que pour chacun des orateurs, vous aurez 2 minutes maximum, 2 minutes maximum. Et quand vous vous rapprocherez de ces 2 minutes, nous vous le ferons savoir pour que vous puissiez conclure. Voilà, nous vous le disons dès maintenant pour que vous ne soyez pas surpris. Sans plus tarder, je vais peut-être donner la possibilité de poser des questions. Vous pouvez les poser également sur le chat. So, well, we're starting with the first one, which is what are your views on what transforming education should look like? Que pensez-vous de To share their thoughts. ce que devrait devenir Apologies if I cette éducation une fois transformée, cette éducation transformée? Alors, je vais peut-être who is part of Youth Hive from Nepal. un petit peu écorcher quelques noms, toutes mes excuses. Shinya Keftia du Népal. Sorry if I pronounce your name incorrectly. Ulysses, is that correct? Et c'est peut-être moi qui vais écorcher votre nom. Ulysses? Thank you so much. I think I'll just be very brief. Bon, je serai très brève. When I think about transforming education, I think about how engaging that looks Quand je like, pense à la transformation de l'éducation, understanding how je me demande que veut dire l'engagement. Alors l'engagement, c'est bien sûr les méthodes pédagogiques dans la salle de classe, mais ce qui se passe après, comment est-ce que l'on s'implique auprès de la population locale, comment est-ce que les compétences sont façonnées. Donc quand vous demandez de quoi devrait avoir, comment devrait être façonnée cette éducation transformée, eh bien, je pense que il faut d'abord assurer l'éducation primaire pour tous, mais souvent, on a du mal à comprendre le contexte. Où est placé, dans quel contexte, dans quel environnement vit l'enfant, quels sont ses besoins, quels sont les programmes dont il a besoin ou elle a besoin. Donc, lorsque je pense à la transformation de l'éducation, évidemment, je pense à l'inclusivité pour tous, mais je pense qu'également, il faut comprendre que ce programme scolaire doit s'insérer dans la population locale, dans la communauté. Comment est-ce qu'elle est connectée avec la population locale? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est très important. Vous parlez de quelque chose que moi je qualifierais d'empathie. Alors, du Mozambique, Monsieur Alfonso. Merci, Ulysses. Alors, comment transformer l'éducation? Je pense que ici, notamment au Mozambique, il faut que les jeunes des zones rurales aient plus accès à l'éducation. Le gouvernement semble quelque peu marginaliser les enfants, surtout les adolescents, surtout quand ils veulent après passer au secondaire, au tertiaire. Il faut que le gouvernement ait accès à ces populations pour que, à leur tour, ces populations aient accès à l'éducation. Par exemple, construire des universités au plus près de ces populations, dans les zones un peu éloignées. Alors, inclusion et équité. Inclusion et équité. Je pense que là aussi, alors transformer l'éducation, je pense qu'il faut tenir compte de l'accessibilité et de l'inclusion. Merci d'avoir parlé moins de 2 minutes, ça nous aide beaucoup. Merci d'avoir parlé d'équité, d'inclusion, etc. Céline Osunalbin, qui fait partie du groupe Jeunes pour ONU Femmes.
Alors, je viens de Turquie. Et vous savez, en Turquie, on dit que l'éducation, ça prime surtout. C'est une sorte de dicton que l'on a. Et les jeunes se découvrent dans les écoles et on sait que l'inclusivité, la diversité, l'égalité sont des priorités. Mais l'idée d'égalité, ce n'est pas quelque chose en plus, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Non, ça doit être intégré dans les programmes scolaires. Et puis, l'information ne doit pas rester théorique. Il est indispensable de créer un environnement social où les enfants peuvent expérimenter ce qu'ils ont appris dans le domaine de l'égalité. Et par exemple, les jeunes filles doivent être incitées à faire des études STEAM. Les jeunes filles doivent être incitées à poursuivre leurs études au secondaire et au tertiaire. Et les filles doivent savoir, on doit leur expliquer qu'elles peuvent le faire. You can do it. Elles peuvent le faire. On doit leur insuffler confiance, on doit renforcer l'estime de soi. Et il est indispensable que ces jeunes filles puissent ensuite s'impliquer dans des études et ensuite elles-mêmes devenir des décideuses. Et l'égalité, c'est cela. Mais il faut également qu'il y ait une note féministe, mais qui soit pas seulement une note, mais qui soit intégrée dans les programmes pédagogiques. Oui, vous avez parlé non seulement d'un petit sujet, d'une petite matière, mais vous avez parlé de l'intégration de ces questions. Sophia Castel de ITV4, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci. Ulysses? Un point stratégique. Il est indispensable de tenir compte des populations rurales. Il faut que les jeunes des zones rurales aient la possibilité d'aller à l'école. Et donc, évidemment, s'il y a des changements, s'il y a des politiques qui sont menées dans les grandes villes, dans les zones urbaines, souvent elles n'atteignent pas les zones rurales. Et donc, ce qui est tout à fait important, eh bien, c'est la connexion, c'est de relier les populations, les jeunes des zones rurales au changement pour que tout le monde puisse en bénéficier. Merci beaucoup et merci d'avoir parlé au nom des populations rurales. Et alors maintenant, je pense que ce sera notre dernier orateur, Fonny Joyce, qui fait partie du réseau des jeunes réfugiés. Fonny Joyce. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, avec ce sommet pour la transformation de l'éducation, ce qui doit être pris en compte, ce sont les partenariats efficaces. Et plusieurs panélistes ont évoqué l'importance de travailler avec les communautés. Par exemple, avec la communauté des réfugiés, certaines de ces communautés ont développé des solutions dans le domaine éducatif. Donc, il est important de reconnaître le rôle qu'endossent les communautés et comment nouer des partenariats avec eux pour véritablement faire évoluer un système qui ne fonctionnait pas. Enfin, deuxième point et dernier point, avec ce sommet pour la transformation de l'éducation, nous devons dire que
Nous travaillons sur des systèmes qui n'ont pas fonctionné auparavant, donc il faut générer un espace pour l'innovation, comprendre l'espace numérique, comment faire évoluer les choses afin de transformer l'éducation de la manière la plus positive possible. La majorité des jeunes ne souhaitent pas entrer dans l'éducation et puis être bloqués à un moment. Donc vraiment, ce qui est important, c'est d'adopter une approche la plus holistique, la plus générale possible, où l'on travaille à la question de l'accès, mais aussi aux compétences vitales qui sont absolument nécessaires, et puis d'avoir cette transition aussi qui est importante. Merci beaucoup d'avoir aussi parlé de la nécessité de former les jeunes avec les compétences qui leur permettront de ne pas être bloqués. Merci beaucoup d'avoir partagé vos avis. Vous pouvez continuer à partager vos informations sur le chat si vous le souhaitez. Nous passons maintenant à la deuxième question et c'est Sophia qui va être modératrice, mais je vais partager mon écran d'abord. Alors, est-ce que vous voyez les questions? Oui, merci beaucoup, Ulysse. Merci. Comme Ulysse l'a dit, nous allons passer à la deuxième question. Je vous rappelle que vous pouvez partager vos réflexions sur le chat. Et merci d'ores et déjà à toutes celles et ceux qui ont pris la parole. Deuxième question donc. Quelles sont vos recommandations aux preneurs de décision, aux décideurs politiques, les gouvernements, la société civile, les organisations internationales, l'ONU et d'autres sur la transformation de l'éducation? Première personne à prendre la parole, Agus Hassan Idajab de Rémissi et Transforming Communities for Inclusion. Auguste, est-ce que vous êtes bien connecté? Oui, je suis là, merci. Oui, veuillez m'excuser de ne pas pouvoir allumer ma caméra, mais j'espère que vous m'entendez clairement. Il y a un point que je souhaite aborder, c'est le suivant. La question de la réglementation, notamment les politiques qui, de facto, mettent en place une discrimination contre les personnes atteintes de handicap, que ceci soit physique ou psychologique, notamment dans mon pays, l'Indonésie. Dans certaines universités, y compris là où l'éducation inclusive est pratiquée, eh bien, il faut avoir réussi un certain examen sur le coefficient intellectuel ou d'autres. Et je crois que ce type d'examen doivent être abolis. Et donc, notre recommandation est la suivante. Nous pensons que le plan d'action que nous allons préparer doit être conforme avec les directives autour de l'institutionnalisation. Alors, je pense plutôt à la Convention sur les personnes atteintes de handicap qui est en cours de rédaction par les Nations Unies. Donc, ces recommandations doivent être prises en compte et les nôtres doivent s'y conformer. Merci beaucoup. Malheureusement, le son ne permet pas une interprétation fidèle et de qualité. Merci de cette intervention sur le dialogue interculturel. Maintenant, Hector Oujoa, vous avez la parole. Hector. Merci, Sophia. Je m'excuse parce que j'ai trop de points à soulever et avec uniquement 2 minutes, eh bien, je n'aurai pas la possibilité de tous les couvrir. Et je pense que nous devons, bien entendu, respecter les choses. Alors d'abord, une observation générale en ce qui concerne l'engagement avec la jeunesse. En matière de déclaration
Eh bien, nous devons reconnaître que l'engagement, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà des slogans ou des devises et des belles vidéos ou encore des beaux discours. Il faut passer des paroles aux actes et vraiment surtout aborder les problèmes que nous rencontrons. Et ça manque. Ce que nous avons besoin, c'est davantage de profondeur politique dans les discussions qui vont nous mener à ces consultations. Et puis, je souhaite également être rassurée sur un point, c'est-à-dire que le processus doit être un processus indépendant. Et pour que ce processus soit indépendant, nous devons prendre des risques, nous devons être progressistes et nous devons essayer d'aller le plus loin possible pour dégager des consensus au niveau de l'ONU. Alors, prendre des risques. Eh bien, lorsque nous tentons de transformer l'éducation, il faut apporter notre attention à la participation, qui participe, ensuite au financement, qu'avons-nous à disposition pour financer l'éducation, et ensuite sur les programmes et la manière dont les programmes scolaires sont façonnés. En ce qui concerne la participation, nous avons le plus grand groupe de parties prenantes à l'éducation, à savoir les apprenants, les apprenantes, les étudiants. Et eux sont constamment attaqués. Nous l'avons vu avec le rapport de l'année dernière, il y a 140 apprenants qui ont été envoyés en prison, expulsés de leur institution, qui ont été étiquetés comme des terroristes ou qui ont été soumis à des types de prostitution ou autres, ou encore qui ont été persécutés en raison de leur action politique. Et malheureusement, les étudiants, les apprenants ne sont pas suffisamment inclus. Et nous, en tant que jeunes, eh bien, nous avons une responsabilité à endosser. Parce que moi, je ne suis plus un apprenant, mais en tant qu'étudiant, eh bien, souvent, cette jeunesse, elle apprend, elle est étudiante, et il y a beaucoup de structures, il y a des représentants. Et donc, il faut véritablement qu'ils insistent auprès des Nations Unies afin que les Nations Unies reconnaissent les apprenants comme des parties prenantes tout à fait pertinentes. Parce que sans reddition de comptes et sans représentativité, nous n'allons pas pouvoir aborder les questions d'ordre politique. Ensuite, deuxième point, le financement de l'éducation. Nous l'avons vu après la pandémie de la Covid-19, nous avons une deuxième crise de la dette. Et juste pour rappel, nous avions eu un mouvement très important pour effacer les dettes et finalement cela avait mené à une chose, c'est-à-dire davantage d'acteurs privés dans le domaine de l'éducation. Il semblerait que nous n'ayons pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé à l'époque et nous sommes dans une deuxième crise de la dette. Et donc nous, en tant qu'apprenants, nous devons demander que les acteurs qui participent dans ce domaine soient des acteurs à but non lucratif. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Appeler à la participation de partenaires qui travaillent à but non lucratif, c'est essentiel pour que nous ayons un accès à l'éducation pour tout un chacun, pour l'ensemble des groupes, et pas finalement pour nourrir les poches et les portefeuilles de personnes qui souhaitent gagner de l'argent. Ensuite, dernier point, c'est les programmes scolaires qui doivent absolument inclure également l'éducation à la santé reproductive et sexuelle. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et que voyons-nous dans le monde? Eh bien, nous voyons que dans le monde entier, il y a de plus en plus d'attaques contre les études femmes-hommes, contre l'éducation à la reproduction sexuelle et l'éducation, voilà, dans ce domaine. Et vraiment, nous devons avoir une éducation sexuelle qui soit beaucoup plus complète, beaucoup plus générale. Nous voyons qu'il s'agit d'un facteur de libération qui peut véritablement permettre aux femmes d'évoluer, d'avancer sur le marché de l'emploi et de respecter leurs objectifs. Oui, j'ai un tout dernier point, si vous me le permettez. Donc, je le répète, nous avons besoin d'une éducation sexuelle complète. Nous devons parler aussi des études propres au genre. Ça, c'est quelque chose de très important. La participation et une déclaration qui se veut indépendante et véritablement progressive. Siste, merci beaucoup de cette contribution. Oui, il faut que les jeunes fassent partie intégrante du processus. Il y a aussi la question du financement qui est nécessaire pour générer un changement structurel et puis intégrer l'éducation sexuelle dans le programme. Prochain orateur. Je vais vous demander de bien vouloir vous en tenir à 2 minutes d'intervention. Si vous souhaitez partager d'autres informations, vous pouvez le faire sur le chat. Lugara Juzo, de la coalition
des Nations Unies et du réseau des gouverneurs pour l'innovation. Alors, merci beaucoup, merci Sophia. Oui, je vais immédiatement aller droit au but. Quand on parle de la transformation de l'éducation, il y a l'idée suivante, celle d'augmenter finalement l'assiette, la base de l'éducation, les perspectives, l'intégration de la dimension genre dans le domaine de l'éducation, mais beaucoup l'ont d'ores et déjà évoqué, donc je ne vais pas répéter les choses. Mais permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut réduire les coûts d'accès à l'éducation, parce que souvent, et notamment dans les pays en développement, il ne s'agit pas uniquement du fait qu'il n'y a pas d'école qui offre une éducation de qualité dans les localités, mais souvent, c'est parce qu'un enfant ou quelqu'un qui pourrait avoir droit à l'éducation préfère aller gagner sa vie parce que le coût de passer du temps dans le système éducatif est cher. Donc, il faut augmenter cette opportunité, ce coût de l'opportunité, et ça peut se faire à travers des politiques sociales, par exemple, un soutien universel, un niveau de santé de base qui doit être garanti. Il peut y avoir également des études, par exemple, qui ont montré que souvent la santé stimule le fait d'aller à l'école parce que les enfants en bonne santé seront moins absentéistes également. Donc il faut augmenter l'opportunité d'éducation et réduire finalement le coût de l'éducation, mais le coût sur la vie. Il faut investir dans des diagnostics afin de comprendre pourquoi est-ce que dans des localités en particulier, les enfants ne vont pas à l'école ou les jeunes ne vont pas à l'université. On ne peut pas avoir une politique qui serait un petit peu comme une potion magique et qui fonctionnerait pour tout le monde, du Grand Sud aux communautés autochtones ou encore aux autres. Non, il faut vraiment investir dans les diagnostics afin de comprendre ce qui est à la cause de ce manque d'accès à l'éducation. Mais surtout, nous souhaitons, lors de ce sommet sur la transformation de l'éducation, souligner qu'il s'agit de transformation. Et à aucun moment, nous n'allons pouvoir dire « ça y est, l'éducation a été transformée ». Non, il s'agit bel et bien d'un processus continu. Et donc, lors de ce sommet et dans la déclaration pour la jeunesse, nous en appelons à un appel pour le développement durable, un appel à poursuivre les conversations au plus haut niveau des Nations Unies, ce qui veut dire autonomiser les représentants des différents pays, outre l'agenda 2030, parce qu'en 2030, nous aurons seulement certaines personnes qui auront réussi, mais il y a d'autres générations qui arriveront après. Il faut également, au niveau des ODD, au niveau du secrétaire général, au niveau des différents directeurs généraux, faire en sorte d'attirer davantage l'attention pour que l'engagement soit continu, et puis aussi avoir des chantres de la société civile dans l'ensemble des régions qui soient engagés lui aussi, afin qu'il sache à qui s'adresser une fois que le sommet sera terminé. Et puis sur ce quatrième point, il y a aussi peut-être un modèle sur les comités consultatifs, un modèle qui pourrait s'inspirer de ce qui a été fait sur les changements climatiques. Ce modèle pourrait être appliqué aussi à l'éducation. Et puis ensuite, la transparence du processus. C'est ce qui a été dit, par exemple, pour le cadre jeunesse 2030, mais ça, c'est interne au système des Nations Unies. Il faut vraiment qu'il y ait une reddition de comptes, qu'il y ait une transparence au niveau intergouvernementale. Ça peut se faire à travers un bureau pour la jeunesse ou encore un comité consultatif qui serait mis en place pour la transformation de l'éducation et ce serait un résultat du sommet. Mais surtout, nous devons en appeler spécifiquement aux États membres. Dites-nous ce que vous allez engager après le sommet pour que la perspective société civile puisse être soutenue, mais aussi pour que nous fassions notre travail et qu'il y ait reddition de comptes. Enfin, dernier point, une partie de cette déclaration, c'est aussi un engagement de la part de la jeunesse. Je crois que les jeunes ont eu un talent formidable à appeler les autres à agir. Mais ce que nous devons faire aussi parfois, c'est regarder ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes et comprendre en tant que jeunes ce que nous devons faire dans nos systèmes éducatifs pour préparer l'avenir de l'éducation. Et c'est notamment ce qui a été mentionné, faire en sorte qu'il y ait une reddition de comptes des universités, mais il faut aussi bien réfléchir à ce que vos écoles font ou ne font pas. Je suis désolée d'avoir parlé un petit peu trop longtemps, mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces informations concernant l'importance de la transformation de l'éducation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit continuer avec le temps. Nous allons passer la parole à Charine du Global Student Forum et je vais vous demander de vous en tenir à 2 minutes de temps de parole. Vous avez la parole.
Chérine, est-ce que vous êtes connectée? Bien, prochaine orateur dans ce cas, puisque Chérine n'est pas dans la salle. José Fatauli de Global Youth Biodiversity. Vous avez la parole. Josépa. Merci beaucoup. Je viens du Global Youth Biodiversity Network. C'est un réseau, c'est une coalition mondiale de jeunes qui travaillent pour une société qui vivrait en harmonie avec la nature et nous travaillons aussi dans le cadre de la Convention des Nations Unies pour la biodiversité. Permettez-moi d'utiliser cet espace pour apporter quelques perspectives de notre réseau parce que l'éducation et notamment ce que vous appelez l'éducation transformatrice, c'est une véritable priorité qui est ressortie dans les consultations qui ont été menées. Nous sommes tout à fait d'accord. L'éducation est transformatrice et nous pensons que l'éducation doit véritablement contribuer à faire face à la crise de la biodiversité parce qu'il s'agit d'une crise qui existe et qui est due notamment à notre relation avec la nature et cette relation est notamment façonnée par l'éducation. Nous pensons que l'éducation doit alimenter la connectivité avec la nature, elle doit être inclusive et elle doit véritablement célébrer la biodiversité naturelle et culturelle et il faut également encourager une vision critique des choses. En tant que personne émanant d'une communauté autochtone moi-même, eh bien, je pense que la transformation de l'éducation doit se faire en intégrant la question de la culture et aussi de la culture des peuples autochtones, par exemple. Il doit véritablement y avoir une transmission des connaissances autochtones et locales qui peut être absolument cruciale pour faire face à cette crise climatique et crise de la biodiversité. Merci beaucoup. Il s'agit là de quelques recommandations. Nous en appelons pour une éducation transformatrice, pour une vision de l'éducation que nous essayons de construire tous ensemble en tant que jeunes. Et donc, nous pensons que cela doit s'intégrer, se refléter dans les politiques éducatives locales, mais également dans les différents instruments utilisés dans le domaine environnemental. Donc, la question de l'éducation ne doit pas être compartimentée et séparée des questions environnement. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et au sein de notre réseau, nous appelons de nos vœux que ce soit intégré notamment dans le cadre pour la biodiversité qui va être très bientôt négocié. Et puis, enfin, dernier point, nous devons absolument nous assurer que de manière active, nous apportions notre soutien au travail en faveur de l'éducation qui est d'ores et déjà accompli et mis en place par les jeunes, notamment dans le cadre de l'éducation informelle. Il faut s'assurer que cela soit raccroché à des mécanismes de mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci pour ces idées très intéressantes sur la façon dont on peut véritablement s'impliquer dans la transformation. Et puis maintenant, nous allons passer à la troisième question et pour cela, je redonne le micro à Ulysses. Alors, évidemment, nous sommes un petit peu en retard, donc s'il vous plaît, tenez-vous-en à 2 minutes. Mais si vous avez des choses à ajouter, vous avez le chat pour cela. Troisième question, quels sont vos engagements et vos interventions pour transformer l'éducation? Katia Alexandrova Ruiz de National Cimarron. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Merci. Je vais faire référence à la dernière question qui m'a été posée. Nous souhaitons bien entendu continuer à œuvrer dans ce sens. Et donc, il y a une thématique qui a pour objectif, qui a été mise en place et qui vise à transformer l'éducation. Et nous souhaitons notamment que ce soit fait par le truchement de la lecture. C'est-à-dire qu'en Colombie, nous souhaitons encourager davantage les apprenants à en savoir davantage concernant la culture
en lisant. Et nous pensons que cela peut également avoir des répercussions positives sur le racisme qui existe dans la société parce qu'il y aura davantage de connaissances. Et donc, nous estimons qu'il s'agit d'une thématique particulièrement importante. Et nous avons des inégalités, des défauts de connaissances dans le domaine de l'éducation qui existent encore et nous pensons qu'en encourageant la lecture, nous pourrons avancer et réduire ces inégalités. Merci, merci de nous parler de ce que nous devons faire, mais de ce que nous devons apprendre aux autres à nous apprendre. Neil Tresta, de l'Association des malvoyants et des non-voyants du Népal. Merci. Et bon, je vais essayer d'être rapide. Lors du pré-sommet à Paris, eh bien, il y a un certain nombre de représentants des gouvernements, de la société civile, et qui sont intervenus et qui ont parlé de la nécessité d'avoir une éducation plus inclusive, etc. Mais ici, j'aimerais souligner quelque chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Nous, activistes, associatifs, etc. Tout d'abord, diffuser les informations, essayer de parler aux gens, de communiquer, et pour qu'un grand nombre de personnes, par exemple les personnes en situation de handicap, eh bien, soient au courant de leurs possibilités. Ensuite, il faut demander des comptes à tous les décideurs, aux institutions des Nations Unies, aux associations qui se sont impliquées et qui s'engagent, et notamment dans le cadre du programme éducation à l'horizon 2030, il faut œuvrer au renforcement des capacités, mieux former les enseignants, mieux former le personnel scolaire et éducatif. Et peut-être le plus important, eh bien, c'est lancer des campagnes, encore une fois, par exemple, de financement participatif, pour aider les personnes qui en ont le plus besoin, les plus marginalisées, les plus éloignées, etc. Voilà, merci beaucoup. Dernier orateur maintenant, Yann Devanda du IYLO. Merci pour toutes ces interventions que nous avons entendues. Je vais être brève. Il s'agit de l'engagement des jeunes. Ce que nous avons vu, c'est que tous les jeunes qui ont pris part au pré-sommet, notamment à Paris, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il s'agit d'un sommet de l'UNESCO, des Nations Unies, mais il faut que tous les jeunes puissent prendre part et que ce ne soit pas véritablement un processus fermé. Lorsque l'on a parlé des plus marginalisés, de leur inclusion, eh bien, je pense qu'il est indispensable de parler de ceux qui sont véritablement marginalisés. Donc les personnes en situation de handicap, mais ceux qui sont réfugiés, ceux qui sont sur les routes, ceux qui ont dû fuir leur domicile à cause des guerres. Et je pense que ça, c'est indispensable et il est tout à fait urgent. Il est trop urgent aujourd'hui pour d'agir pour se permettre de simplement de tweeter. Alors évidemment, tweeter, vous savez, ça fait des années qu'on tweet, on a lancé des campagnes sur les réseaux sociaux, etc. Les jeunes, oui, effectivement, ils ont très bien maîtrisé tout cela. Alors c'est bien, les mots, les campagnes, la communication, c'est fantastique. Mais ensuite, maintenant, il est temps que les gouvernements, les gouvernants, les responsables s'engagent concrètement et qu'ils s'impliquent, qu'ils agissent, qu'ils financent, qu'ils prennent des décisions. L'éducation
pour le climat, l'éducation pour les droits humains, toutes sortes d'éducation doivent être au centre des préoccupations, mais surtout de l'action. Donc, on a besoin de demander des comptes au secrétaire général et à l'UNESCO. Et ça commence par nous, mais ça commence surtout par les décideurs et on ne peut pas tout placer sur le dos des jeunes. Oui, merci, c'est très puissant. Merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui ont fait part de leurs idées, de leurs positions sur le chat. I was called in before, but my network was bad, and I think it will only be fair if I gave out my points. I don't know if that's okay. Je ne sais pas si je peux parler. Le problème, c'est que nous avons déjà plus de temps. Est-ce que vous pourriez vous exprimer sur le chat? Malheureusement, nous devons clore la séance très rapidement et ça sera peut-être pour la prochaine séance. Un grand merci à tout un chacun. Ça a été fantastique de vous entendre. Vous avez parlé d'approche holistique, non pas d'accumulation de petites mesurettes. Non, on a parlé d'équité, on a parlé d'inclusivité et d'implication des jeunes. Et maintenant, Sophia, pour des remarques de conclusion. Merci, Ulysses. Alors, c'est difficile de faire une conclusion, une observation pour clore cette séance. Non, ça a été vraiment fantastique d'organiser cette consultation en ligne, comme l'a dit l'envoyé des Nations Unies. Eh bien, c'était vraiment fondamental de donner la possibilité à des jeunes du monde entier de formuler des recommandations, de s'écouter. Et puis, ce qui était très important, c'est que tout ne se termine pas à ce sommet et tout ne se cantonne pas à ce qui peut être fait au niveau des Nations Unies. Nous-mêmes, nous pouvons agir à notre niveau, et ce, dès le terrain, au niveau des populations, au niveau de nos communautés. Et ce n'est que comme cela que nous pourrons avoir une véritable force unie pour faire pression auprès des gouvernements. Il faut qu'il y ait plus de jeunes, que leur voix soit entendue de façon plus forte, plus patente, plus virulente. Aujourd'hui, j'ai entendu un certain nombre de points de vue, d'idées de transformation. Vous êtes déjà des avocats, vous êtes des champions du changement, mais nous devons être plus nombreux. Donc, j'aimerais mettre l'accent là-dessus. Comment impliquer plus de jeunes pour que notre voix se fasse entendre de façon plus forte pour arriver véritablement à la transformation de l'éducation? Ulysses? Non, rien d'autre à ajouter. Parfait. Alors, pour conclure, je voudrais vous inviter, ceux qui sont sur le chat, à cliquer sur le site, sur la page du sommet de transformer l'éducation. Et il y a sur le site, vous trouverez un certain nombre de liens, un certain nombre de ressources. Sur le pré-sommet, il y a un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser pour communiquer auprès de votre communauté, auprès de vos familles, de vos régions. Alors, il y a eu des consultations de terrain qui ont été organisées, mais si vous voulez organiser vos propres consultations, eh bien, il y a des points focaux, peut-être pas très loin de chez vous, et Ulysses vous les a présentés. Et sur le chat, vous verrez également un certain nombre de liens, de ressources. Alors, pour envoyer des rapports, vous avez jusqu'au 28 juillet. Et ça a été fantastique de tous vous entendre. Et ensemble, nous allons transformer l'éducation. Et merci pour tout ce que vous faites à votre niveau. Et nous allons partager des informations supplémentaires sur le Knowledge Hub, sur la plateforme de connaissances. Merci à tous.
just to mention, I left my email and my LinkedIn, so if you want to reach out Alors, regarding j'ai laissé mon mail, mon LinkedIn, si vous voulez prendre contact avec moi. Juste, evening, whatever you vous pouvez prendre contact et vous pouvez m'écrire. Voilà, bon après-midi et bonsoir. Merci à tous.